Bienvenue donc sur le premier format flash de l'année 2023, mais que l'on commence avec un petit peu d'avance. On est vraiment très très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle formation en visio que la DLLP a voulu lancer cette année. Donc tous les mois, vous aurez rendez-vous sur ce même trafic, cette visio, avec des liens différents qu'on va vous envoyer régulièrement. Et on pourra aborder des thèmes très variés. Donc aujourd'hui, ce sont les coups de cœur d'Alice, Alice Guéguin, qui est responsable de l'achat des romans à la DLLP. Mais on va aborder plein d'autres sujets. Ça va être des comics, ça va être les romans graphiques, le désherbage, comment choisir une photo avec Alice. On aura plein d'autres sujets très variés. Et tous ces sujets, vous les retrouverez sur notre site internet dans la rubrique formation. On a un petit module dédié au format flash. Voilà, pour cette première édition de format flash, on a une demi-heure. Donc merci à tous de vous être connectés. On a volontairement coupé les caméras et le son pour plus de fluidité, mais si vous voulez intervenir, on a un chat. Le chat, c'est la petite icône en haut qui est marquée conversation. Si vous voulez intervenir, vous cliquez dessus et vous pouvez écrire vos commentaires. Voilà, je vais laisser la parole à Alice et je termine juste pour vous dire que le lien de la visio sera entièrement consultable sur le site internet. On va le mettre en ligne et vous pourrez revoir cette visio. Voilà, merci à tous d'être venus et Alice, c'est à toi. Ouais, bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous présenter ce matin mes coups de cœur de la rentrée littéraire. J'en ai 6 à vous présenter et on va rester une petite demi-heure ensemble pour découvrir tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les couvertures des livres pour que vous puissiez les voir au fur et à mesure que je présente tout ça. Alors, vous allez pouvoir interagir, dans le chat, dans l'onglet conversation. N'hésitez pas à dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Est-ce que vous avez le PowerPoint? Est-ce que vous le voyez? Et puis, Sophie va pouvoir me dire, si c'est bon. Voilà. Alors, eh bien écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec le premier roman que j'ai sélectionné, sur mes lectures. Alors ce premier roman, c'est un roman de Rumaan Alam qui, c'est son premier roman traduit en France. Il s'intitule Le monde après nous. Alors, c'est un roman, enfin c'est une lecture que j'ai trouvée, tout à fait intéressante et tout à fait originale. Heu, L'Independent, affiche clairement sur la couverture le livre de notre époque et je trouve que c'est vraiment tout à fait le cas. Alors de quoi ça parle? Petit réglage de son avant de continuer. Sophie, si tu veux bien couper le son de ton ordinateur, parce que j'entends l'écho. Super, merci. Alors, de quoi ça parle? On est avec Amanda et Clay, un couple de New-Yorkais, de la classe moyenne supérieure qui vont, avec leurs enfants en vacances, sur la côte est, donc des États-Unis. Ils ont loué une luxueuse villa, ils sont très heureux, c'est un moment, de calme qui les attend, un moment, très attendu dans leur vie. Ils arrivent dans cette villa et les vacances se présentent sous les meilleurs auspices. Jusqu'au deuxième soir où, on frappe à la porte. Alors je rappelle que, la maison est tout à fait à l'écart. Il y a la première demeure se trouve, à plusieurs, dizaines de kilomètres, tout comme le bourg. Il fait noir et là, vraiment, il y a une scène, où la tension monte, la méfiance grandit. On ouvre la porte et qui se trouve sur le seuil? Un couple, d'Afro-Américains d'un certain âge, qui vont pas tout de suite dire, ce qui les amène là, ce qui fait que ça fait encore grimper, d'un cran, la tension. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On apprend, que ce sont en fait les propriétaires, de la maison. Donc les propriétaires, qui souhaitent s'inviter, dans les lieux. Alors ce qui crée un peu un moment de malaise. On se demande, enfin en tout cas les locataires, se disent: «Mais, nos vacances sont gâchées, qu'est-ce qui va se passer?»
Et pourquoi est-ce qu'ils veulent venir là? En fait, la raison, c'est qu'il y a un blackout de très grande ampleur, qui se trouve, enfin qui, affecte toute la côte est, et New York en particulier. Ce qui étonne particulièrement, le couple, de locataires, puisque eux ont encore l'électricité dans leur maison. Néanmoins, ils laissent entrer, le couple, heu et en fait, le véritable sujet, du roman peut apparaître et je vais vous dévoiler, ce qui se trame. En fait, ce blackout, ce n'est autre que, le début de la fin du monde. Donc c'est assez terrible, mais c'est une fin du monde, très particulière. C'est une fin du monde, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus, de moins spectaculaire, on va dire. On n'est pas dans une production hollywoodienne, on est dans un contexte qui pourrait, très bien, nous toucher, vous comme moi, on n'y croit pas. Donc les personnes, il y a toutes sortes de réactions, on n'y croit pas, on comprend pas, on cherche des informations et les informations manquent puisque, bien, toutes les sources d'informations sont coupées, les réseaux, de téléphonie, la télévision, rien ne fonctionne. Donc c'est un huis clos où 2 familles sont comme ça, mises en présence. Elles ne se connaissent pas et elles vont apprendre, à vivre ensemble, à accepter, ce qui leur arrive et c'est vraiment très brillamment orchestré, par Ruman Alam. C'est, hem, les personnages sont on n'a pas forcément beaucoup d'empathie pour eux au départ parce que, toutes leurs pensées, nous sont exprimées. C'est-à-dire que, nous, on voit à travers le vernis, comme ça, des interactions sociales et on sait ce qu'ils pensent et c'est pas forcément très reluisant. On a des pensées, voilà, de jugement de l'autre, qui apparaissent et voilà et Oui. l'auteur va beaucoup jouer avec ça. Il nous donne beaucoup d'informations et au contraire, les personnages, eux, vont être laissés, totalement, dans le noir. Ils sont dans cette maison, ils sont, sans moyen de savoir ce qui se passe vraiment. Mais l'auteur va nous donner à nous, privilégiés lecteurs, des, petites, comment dire? Il va nous faire avance rapide un petit peu sur les intrigues, nous dévoiler le destin, de certaines personnes, comme ça, et on saura ce qui se passe pour eux et c'est pas toujours, pour le mieux. Donc vraiment un roman, que j'ai trouvé, très intéressant. J'avais rien lu de tel auparavant. C'est un roman qui se lit très bien, très facilement. C'est un véritable page turner, que je vous conseille, voilà, je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire à ce sujet. On est presque en fait dans une expérience sociologique en fait, on a ces 2 familles, on a ce lieu et on a la fin du monde et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment les personnes vont réagir? Et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup, c'est un livre qui m'a beaucoup interrogée parce que c'est vraiment très, très proche, de nos considérations sur la société actuelle. Ça nous renvoie en fait, vraiment, en face de nous-mêmes. C'est, voilà, un livre, très brillant avec une petite touche de cruauté que je vous conseille. On a une petite intervention sur qu'est-ce que le page turner? Un page turner en Ah, fait, continuez. c'est un roman, dont on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. C'est le livre qu'on ouvre et puis on n'arrive pas à le refermer et les pages se tournent presque toutes seules. Voilà. Donc voilà pour ce premier roman et on va passer au suivant, s'il n'y a pas d'autres questions. Non, tu peux y aller. Donc ce second roman, très différent du premier, La Cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr, qui a reçu le Grand Prix de littérature américaine cette année. Alors ce roman, vraiment rien à voir avec le premier. C'est un grand roman d'aventure. Un roman d'aventure à travers le temps, à travers l'espace. C'est un moment d'évasion, très terrible, et doublé également, d'un voyage, philosophique. Alors, c'est un roman choral et je vais commencer à vous présenter, quelques personnages. Je vous présenterai pas tous les personnages, mais je vais commencer, voilà, à vous introduire à ces personnages-là. Alors, on a, par exemple, Seymour.
qu'on va apprendre à connaître. Seymour, c'est un jeune garçon, qui est, hypersensible. En fait, il est, extrêmement heurté, par son environnement, par le monde qui l'entoure. Il ne supporte pas grand-chose, il supporte pas ses camarades, qui, mangent à côté de lui dans la salle de classe, il est touché par tout, tout le temps. Il est à vif et comble de malheur pour lui, eh bien, il est pas dans une situation très, favorisée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vit seul avec sa mère et sa mère, eh bien, elle travaille un peu tout le temps. Ce que j'ai oublié de dire, ce que je n'ai pas dit, c'est j'ai pas situé à quel, dans quel pays ça se situe aux États-Unis et dans la région de l'Idaho, hem et ça se situe à peu près de nos jours, on va dire, dans les années 2000. Hem, donc ce Seymour, voilà, il est très souvent seul, sa mère a beau essayer de s'occuper de lui, malheureusement, elle doit gagner de l'argent, elle doit subvenir à leurs besoins à tous les 2, et voilà, il a vraiment pas une vie facile, mais cette hypersensibilité qui le caractérise, elle va aussi, l'amener, vers la nature. Puisqu'il, c'est aussi, il a aussi le pouvoir avec cette hypersensibilité d'être, touché par la beauté de la nature, par les animaux, et c'est ça en fait qui va l'élever un peu et qui va en quelque sorte forger son destin, pour le meilleur et pour le pire. Donc on va s'arrêter là pour Seymour et on va continuer avec, Anna et Homer. Alors Anna et Homer, ce sont 2 jeunes gens, qui vivent, dans la région de Constantinople, au XVe siècle et ils vont connaître le siège de la ville. Ils vont connaître la chute de la ville, d'un côté comme de l'autre, des murailles. Anna, c'est une jeune fille intrépide, heu et heureusement pour elle, parce qu'elle est dans une situation un petit peu difficile, heu c'est un vrai euphémisme. Elle est orpheline, elle vit avec sa sœur dans une communauté religieuse et grâce à son fort caractère, elle va être initiée, à la lecture, à la découverte, des livres et de la lecture et c'est ce qui va aussi, lui donner, une porte de sortie qui va l'aider, à avancer dans la vie. C'est ce qui va forger son destin aussi. Homer, lui, c'est un garçon qui vient au monde avec une difformité, il a un bec de lièvre et dès le début, ben, voilà, ça le met dans une situation d'exclusion. Sa famille est chassée du village et ils vont s'installer, dans la campagne, mener une vie pastorale, hem, où, tout aurait pu bien se passer pour eux, mais il est rattrapé par la grande histoire et il sera mis à contribution, pour, assiéger la ville de Constantinople. Et je vais m'arrêter là pour ces 2-là et je vais terminer sur un autre personnage qui s'appelle Constance et qui vit, dans une capsule spatiale. Alors là, on est, dans un univers, vraiment véritablement futuriste, à quelques centaines d'années de nous. On ne saurait pas vraiment dire, quand ça se situe. On sait que c'est vraiment très loin de nous. Constance, elle est née à bord de cette capsule, spatiale à destination, d'une terre d'accueil, puisqu'ils ont quitté la Terre, tout l'équipage a quitté la Terre il y a, de cela, plusieurs dizaines d'années et on va être initié avec elle, à, cet univers, comprendre, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'ils vont tous, heu et je ne vais pas, trop vous révéler, ce qui l'attend. Alors et je ne parlerai pas du dernier personnage parce que déjà, ce serait trop vous en dire et puis, surtout on n'a pas trop le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces personnages? Et bien c'est très simple, c'est un livre. C'est un livre qui a pour nom La cité des nuages et des oiseaux. Ce livre en fait, c'est un récit qui a été écrit dans l'Antiquité et dont les fragments, incomplets nous sont parvenus. Ils nous sont donnés à lire, nous lecteurs, ils s'intercalent en fait avec les récits de tous ces personnages et ça va apporter, déjà, pour nous, ça va nous donner un éclairage particulier, sur ce que vont vivre ces personnages-là. Mais tous ces personnages vont à un moment ou un autre être mis en contact, être, tombés à un moment de leur vie sur ce livre-là, qui va leur apporter, énormément.
qui va les aider à grandir, qui va les aider à comprendre mieux leur monde, comprendre mieux qui ils sont, ce qu'ils font, où ils vont. Donc c'est là qu'on a vraiment cet aspect, philosophique. C'est un livre d'une richesse, assez incroyable, qui nous fait nous évader. Toutes les vies de ces personnages nous sont racontées, ce sont vraiment, des vies, diverses. On va s'attarder bien sûr sur certains moments, mais on va les suivre vraiment toutes ces personnes, heu et et ce sont vraiment des portraits, heu, qui marquent, heu, malgré, voilà, l'éparpillement à travers le temps et l'espace. Vraiment un livre, merveilleux, un vrai bonheur de lecture, que je conseille évidemment. Heu, voilà, et je vais m'arrêter là pour celui-ci aussi, en espérant vous avoir donné, envie de le lire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, non, tu peux Pas de continuer. questions. Alors je continue. Tout le monde est ravi. Ils ont envie de le lire. Très bien. Alors le prochain s'intitule «Tenir sa langue» de Paulina Panasenko, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc Paulina Panasenko, c'est une jeune autrice. Elle est, française d'origine russe, et elle nous livre un premier roman, très personnel en fait, qui repose sur son expérience, sur la question de la langue et du langage, quand elle est arrivée, en France et qu'elle a quitté la Russie. Alors, le personnage, qui nous intéresse, c'est son double en fait, il s'appelle Paulina, et Paulina, est adulte au moment où commence le roman. À l'occasion d'une démarche administrative, toute bête, elle veut refaire sa carte d'identité. Elle s'aperçoit que, elle n'est pas autorisée à utiliser son prénom, de naissance, Paulina. Elle est tenue d'utiliser celui qu'elle a choisi, que ses parents ont choisi quand elle est arrivée et que, elle a pu, obtenir la nationalité française. Donc le prénom de Pauline lui est imposé. Or, elle avait toujours cru, qu'elle avait le choix. Et à ce moment-là, et bien, pour elle, c'est commence un peu un combat, le combat de, reprendre ce droit à s'appeler, par son prénom de naissance, parce que c'est un prénom qui, pour elle, représente beaucoup. Déjà, ça représente bien sûr ses racines, ça représente, sa famille et en particulier sa grand-mère paternelle qui portait ce prénom en second prénom. Elle-même avait, un prénom de naissance différent, et ce prénom de Paulina, c'était, un prénom qu'elle avait choisi un peu pour cacher, vraiment pour cacher ses origines, juives. Et là, Paulina, la Paulina qui nous intéresse, elle se dit: «Mais, pourquoi est-ce que, en France, dans le pays, des droits de l'homme, dans ce si beau pays, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit? Pourquoi est-ce que je dois cacher, mon nom? Pourquoi est-ce que je dois cacher d'où je viens?» Voilà, et donc commence pour elle, un peu un combat, puisqu'elle doit aller, récupérer son nom à travers une démarche juridique, et elle va se heurter à, des magistrates, qui, ne comprennent pas bien sa démarche, qui, se disent qu'en réalité, s'appeler à nouveau Paulina, ce serait, presque une régression, et Paulina essaye de leur expliquer, voilà, ce que j'ai déjà mentionné, ses origines, heu et donc le roman va partir sur, le récit de son arrivée en France. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est au cœur du roman. C'est le récit, très immersif de, l'arrivée de Paulina dans ce pays qu'elle ne connaît pas, où elle ne maîtrise pas la langue, et elle doit tout apprendre, elle doit tout, décortiquer avec son regard, d'enfant, un regard, qui est assez critique, et la manière dont tout ça est écrit est assez drôle en réalité. Hem, on a, on a aussi un travail très important sur la langue, tant sur le fond que sur la forme.
Sur la forme, on a par exemple, les mots français tels qu'ils sont perçus par un locuteur russe qui apparaissent comme ça dans le texte, les mots sans espace avec l'accent russe qui, est matérialisé, c'est ce qu'a vraiment voulu faire, l'autrice, c'est-à-dire vraiment, montrer l'accent. On l'entend, on le parle, on en parle, on essaye souvent de le cacher, mais là, elle voulait vraiment montrer ça, noir sur blanc. Et donc il y a voilà, tout ce travail sur la langue qui est vraiment le fil rouge, du livre. Hem et il y a vraiment des moments très drôles, des moments de découverte, de ce qui forge un peu aussi la culture française. Les moments où Paulina, découvre, par exemple la maternelle. Elle découvre la maternelle, et elle alors qu'elle ne comprend pas un mot de français, elle comprend pas qui sont ses enfants, qui ne sont pas avec leurs parents. Elle les prend pour des orphelins, mais elle se dit: «Mais moi j'ai ma mère, je suis pas orpheline, pourquoi est-ce qu'on m'emmène dans cette maternelle chic?» Ça, c'est ce que sa mère, donne, elle donne un petit suffixe en plus pour faire passer la pilule. Alors il y a tout un tas comme ça de petites trouvailles, c'est vraiment très, très, agréable à lire et puis il y a toutes ces retours en Russie, puisque, Paulina va revenir régulièrement en Russie et des très belles pages sur, la famille restée là-bas, les grands-parents. Des très beaux portraits, de ses grands-parents, pleins d'amour, un regard, nostalgique sur, son pays aussi, la Russie, qui est vraiment son pays de cœur. C'était un livre, voilà, très, très touchant, très émouvant, en même temps, très drôle et très pertinent sur le langage. Voilà, que je vous conseille, vivement de lire. Très vivant et très personnel, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour, ce roman. Et traditionnellement, je reviens vers Sophie. Très bien. Tout va bien? Vous Tout va bien, m'entendez tout le monde est toujours? content. C'est parfait. On a notre équipe de fans. Alors, on passe au roman suivant, L'inventeur de Miguel Bonnefoy. Alors, j'en ai j'imagine que vous aussi avez entendu parler de ses précédents romans. Le voyage d'Octavio, par exemple, ou encore Héritage, ce sont des romans, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Miguel Bonnefoy, il nous avait habitués à des lectures un peu des romans plutôt, un peu exotiques. Lui-même est d'origine, il est franco-vénézuélien et il est très fort, pour dépeindre des contrées éloignées, avec une écriture, très vivante, très colorée. Et là, il nous propose le portrait, d'un inventeur, le portrait d'une figure oubliée de l'histoire des sciences. Française. Heu, donc je vous en parle d'ici quelques instants. Je prends une petite gorgée, pour me hydrater un petit peu. Voilà. Hem, donc de quoi ça parle? Eh bien, c'est tout simplement ça, c'est le portrait, de Augustin Mouchot. Alors Augustin Mouchot, il part pas très bien dans la vie. Il est fils de serrurier, donc il a une origine, assez, modeste. Hem, il est fils de serrurier, et rien ne le destine à, une carrière brillante dans les sciences ou quoi que ce soit qui aurait pu, voilà, on ne sait pas du tout, ce qui l'attend. En plus, dès sa naissance, il est affublé de toutes les maladies infantiles possibles et imaginables. Jusqu'à ses 5 ans, voire même davantage, il ressemble presque à une momie, hein. C'est ce que décrit, Miguel Bonnefoy. Il y a un portrait comme ça très truculent, très drôlatique, de ce personnage. Physiquement, il est chétif, il aura toujours une faible constitution. C'est quelqu'un d'assez maladroit, enfin il a pas grand-chose pour lui à la base et pourtant, contre toute attente, déjà, il va survivre, ce qui était vraiment pas gagné. Ensuite, il va faire des études, brillantes, et il va commencer une carrière, dans l'enseignement, des mathématiques. Donc en plus, il sort, de son milieu comme ça, d'artisan, obscur et il aurait très bien pu s'arrêter là, ça aurait été déjà très bien. Mais
par un heureux hasard, il va tomber, au milieu de sa vie, dans la quarantaine, il va tomber sur un livre, où il est question de l'énergie solaire et là, c'est la révélation et toute sa vie, il va en fait toute sa vie, il va la dédier à la recherche, de, comment capter l'énergie solaire. C'est quelque chose qui va l'obséder, jusqu'à la mort. Hem Il va comme ça, se dédier corps et âme à des recherches, dans le domaine de l'énergie solaire, dans une époque qui était pourtant, obsédée elle-même par, le charbon. Le combustible principal qui fournissait l'énergie à l'époque, c'était, le charbon. Donc, cet Augustin Mouchot, il est très en avance sur son temps. Et il commence ses recherches comme ça dans son coin et ce qui n'était, pas du tout attendu non plus, c'est qu'il allait être repéré par les hautes sphères, du pouvoir. Napoléon III, ira le chercher, et lui demander de faire, des, démonstrations, de ses expériences avec ses inventions, son moteur solaire, qui sera d'ailleurs, récompensé à l'exposition universelle de 1878 et donc voilà, il va connaître, la gloire, il va connaître la célébrité malheureusement, d'assez courte durée, puisque, c'est pas quelqu'un qui recherchait ça, qui recherchait la gloire. Lui, il était plutôt, dans une recherche de la performance et il va pas faire les bons choix et et bien, il va, décliner petit à petit, l'intérêt, l'engouement, va pas être entretenu. Il va pas entretenir ça. Petit à petit, il va perdre, les quelques, tous les, financements qu'il avait pu obtenir et il va tomber comme ça, petit à petit dans l'oubli. Donc c'est une carrière fulgurante, mais c'est aussi un personnage, bah, qu'on apprend à aimer, hein. Moi, j'ai été vraiment très touchée par ce personnage, pathétique, mais à la fois, grandiose. Il atteint des sommets, lui qui était parti de rien. Il s'oublie complètement. C'est un vrai personnage, comment on peut appeler ça? Mythologique, hein. Il va comme Icare aller se brûler les ailes, au soleil et bon, ça finira pas très bien pour lui. Et ce qui est intéressant, ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris avec ce livre, c'est que c'est une figure locale, cet Augustin Mouchot. Il est passé par Tours, il a vécu, rue Bernard Palissy, où figure encore une plaque, il a fait des expériences dans le jardin de la préfecture. Il a été, financé par le conseil, général d'Indre-et-Loire, donc voilà, c'est peut-être encore une autre raison, de le lire et si ça vous intéresse, je suis tombée sur un article, très intéressant des archives départementales, où on retrouve, bah, tout le portrait, de Miguel Bonnefoy, sous la forme, bah, d'un compte rendu, à partir des archives et vraiment, voilà, c'était, très touchant. Mais j'ai très envie d'aller voir moi, rue Bernard Palissy, la plaque, qui y est encore. Voilà. Donc Je suis ravie de cette petite anecdote. très bien. Alors on va passer, aux 2 derniers romans, qui sont 2 romans, américains. Alors, Arpenter la nuit de Leila Motley, qui a reçu le prix du roman Page America 2022. C'est un premier roman et c'est un roman, coup de poing, j'ai envie de dire. C'est un roman, vraiment, magnifique. J'ai adoré cette lecture. Je sais que parmi vous, certains l'ont lu aussi. Moi, j'ai adoré ce roman. Alors, de quoi ça parle? On va s'intéresser à Chiara, le destin de Chiara, qui est une jeune fille, afro-américaine qui vit à Auckland avec son frère aîné, dans un appartement, de dans la baie de San Francisco. Donc elle est seule avec son frère aîné, depuis, la mort, de son père et l'incarcération de sa mère. Donc c'est pas très brillant, pour, ces 2 personnages. La cellule familiale a totalement éclaté, et Chiara, elle compte quand même sur son frère aîné, pour l'aider, hein,
Il lui avait dit dès le départ qu'il la protégerait, mais lui aussi malheureusement, il a aussi été très touché, par toutes les tragédies, familiales qui se sont accumulées et il vit un peu dans une illusion, qu'un jour il va percer dans le monde de la musique, dans le rap et il passe ses journées à traîner avec ses potes, à boire des bières, et à faire des essais, dont on se dit que, ben, ça ira pas très loin. Et en attendant, mais il y a les factures qui s'accumulent, et la pauvre Chiara, elle est très jeune, elle a pas d'expérience, et elle cherche du boulot mais on lui ferme la porte parce que justement, elle a, personne autour d'elle pour l'aiguiller, elle est seule dans les rues, de la ville pour, chercher du travail, et voilà, elle est très seule, en fait et il va lui arriver quelque chose de terrible, à Chiara, elle va subir un viol et heu et elle va tomber dans la prostitution. Donc c'est vraiment quelque chose, de terrible. Elle tombe dans ce milieu-là et pour elle, en fait, elle se dit, bon, qu'elle a pas le choix, de toute façon, il faut bien, de l'argent pour vivre et puis bon, elle peut bien le faire un peu, c'est pas si grave. Seulement, comme un malheur en entraîne souvent un autre, non seulement, elle commence, ce métier, difficile et en plus, elle va tomber dans les griffes, d'un réseau de flics pourris, en fait, de la ville, et ça va être, la descente aux enfers. Donc là, comme ça, c'est très, on peut se dire: «Ouh là, qu'est-ce que tu nous conseilles là?» C'est vraiment, ça a l'air vraiment terrible ça et ça pourrait très vite effectivement tomber dans l'ultra sordide. Mais ce qui va sauver tout ça, c'est que Chiara, c'est un personnage d'une force terrible. C'est un personnage avec un monde intérieur, très riche, heu et elle est là, elle est seule et elle va essayer de s'en sortir, et elle va y arriver. Hem, Elle a tout son entourage, qui est un petit peu éclaté, qu'elle va progressivement, réussir à rassembler autour d'elle. Tous ces problèmes qui la suivent depuis l'enfance, elle va quand même réussir à les prendre avec elle et à se battre en fait, envers et contre tout, contre cette situation, contre le système, qui est juste là pour broyer les plus démunis. Donc c'est ce qui est dénoncé dans ce roman, hein, c'est comment les plus pauvres en fait sont vraiment détruits, sont vraiment, laissés pour compte. Et Chiara, elle va, comme ça, arpenter les rues la nuit et réussir, petit à petit à sortir la tête hors de l'eau. Et en fait, ça fait une transition toute trouvée, parce que vous allez voir où je vais en venir, l'eau, en fait, c'est un élément, qui est extrêmement, présent dans le livre. L'eau, c'est l'élément de Chiara. Elle en parle sans cesse, elle est tout le temps en train d'y faire référence. Donc comme je l'ai dit, elle vit dans la baie, de San Francisco et elle et c'est quelque chose qui est tout le temps dans sa tête. L'océan, les embruns, le goût du sel, tout ça, c'est quelque chose qui forme son univers et qui, apporte aussi beaucoup de légèreté. Ça apporte un souffle, comme ça, une respiration. C'est ça qui lui permet aussi de malgré, malgré cet environnement extrêmement sombre, extrêmement noir, c'est quelque chose qui la maintient en vie. Ça et puis les personnes qui l'entourent et qu'elle aime et qu'elle a envie de protéger. Voilà, donc c'est un roman, très, très fort. C'est un roman avec une écriture, heu, très travaillée, très lumineuse, très sensible. C'est un très, très beau roman. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet? Je pense que on en a fait le tour. En tout cas, je vous conseille, vraiment ardemment ce livre, voilà, qui dénonce un système, terrible, et qui montre un personnage, voilà, qui fait face et qui se bat. Voilà, donc et ce que j'ai pas dit, c'est que c'est, inspiré d'un fait divers, survenu dans la ville d'Auckland. Voilà.
et on arrive au dernier roman. Mmh. Mais une option. Ce dernier roman, Hors la loi de Hannah North. Alors, heu, moi je ne connaissais pas Hannah North, je sais qu'elle a écrit d'autres choses, et là, dans ce roman, elle dépoussière vraiment le western, puisqu'il s'agit vraiment d'un western, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Il n'y a pas de doute à avoir, mais c'est un western féministe. Donc très différent de ce que vous avez pu voir, dans le cinéma, on est vraiment en dehors des clichés. De quoi ça parle? On va suivre Ada. Ada, c'est une jeune fille, qui vit avec sa mère, et ses sœurs dans une petite bourgade du Texas, dans les années 1890. Donc à la base, tout se présente plutôt bien pour Ada, elle s'apprête, à suivre les pas de sa mère, à devenir, sage-femme. Heu, mais elle vit dans une époque et puis, surtout dans une contrée, qui a un rapport très particulier, aux naissances, et aux femmes, en particulier au corps des femmes, à ce qu'elles devraient faire. Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont extrêmement mal vues. Dans le meilleur des cas, elles sont bannies, chassées, emprisonnées et dans le pire des cas, carrément, mises à mort. Voilà, donc c'est vraiment un contexte, très particulier. Donc Ada, au départ, elle voit ça comme ça, elle trouve ça terrible, ce qui se passe pour ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais en même temps, voilà, elle peut pas y faire grand-chose et ce qui va lui arriver, bien sûr, c'est qu'elle va se marier et elle va essayer de concevoir un enfant et bien, elle ne va pas y arriver. Donc malgré, tous les essais, malgré toutes les tentatives, de sa mère aussi pour la protéger, pour, pour la sortir un peu de ce destin qui pourrait l'attendre, eh bien elle va subir, le destin de ces autres femmes, qui ont été, forcées, de, quitter la ville. Elle va donc sortir, de son environnement, elle va être séparée des siens, puisque, elle va tomber sous le coup, d'une, accusation, de sorcellerie, non content, voilà de, son mari l'a répudiée, sa belle famille l'a chassée et en plus, elle a cette accusation, au-dessus de la tête. Donc elle n'a d'autre choix que de fuir et elle va arriver, je vous passe un petit peu les péripéties, elle va arriver, dans une communauté, de hors-la-loi, très loin de chez elle, dans le Wyoming. Elle va rejoindre, le gang de Hole in the Wall, emmené par le charismatique The Kid. Et c'est là que le western commence, véritablement. Donc Ada arrive dans cette communauté et là, on ne tombe pas, hein, sur les cow-boys, au visage buriné, qui dégainent à tout va, non, c'est vraiment autre chose. On arrive avec, des personnages, qui, trimballent aussi, des destins brisés, ils ont eux aussi été, mis en dehors de la société, ils ont été chassés, ils ont subi, des choses très lourdes, tout comme Ada et en fait, ils se sont constitués hors la loi un petit peu, ben, par la force des choses. Hem et donc voilà, c'est cette vie en communauté, qui est un peu au centre de ce western, dans une, dans un contexte, heu, de nature, une nature, qui peut être tour à tour accueillante et hostile. L'endroit où il se trouve, où la communauté se trouve, est très à l'écart de tout, bien sûr et ça pourrait tout à fait être un havre ou rebâtir quelque chose de nouveau. Une espèce d'utopie comme ça, au milieu de rien, en dehors, de la loi, des hommes qui se permettent, d'ostraciser, de punir, de chasser, de tuer, qui qui bon leur semble. Donc c'est vraiment un western,
voilà, qui balaye un petit peu tous les codes, du genre. Bien sûr, on aura aussi des courses-poursuites, on aura aussi, des braquages et on va découvrir tous ces personnages, hem et bien sûr suivre le parcours de Ada, qui, au fond d'elle, veut toujours, le bien pour les autres et veut toujours, poursuivre sa carrière de sage-femme, soigner les femmes et surtout les protéger, pour que plus aucune femme ne subisse, les violences qu'elle a dû endurer, voilà, c'est un portrait, très, très beau, très, très particulier, très original. Que j'ai trouvé, très agréable à lire aussi, c'est un peu un roman d'aventure, et voilà et on magnifie ces hors-la-loi qui sont, hors-la-loi malgré eux et qui sont au fond d'eux épris de justice, et de liberté. Donc, c'est voilà une lecture, très belle lecture, voilà et je terminerai Là-dessus. là-dessus, pour, cette sélection de mes coups de cœur. Merci. Merci beaucoup Alice pour cette savoureuse sélection. On s'est tous régalés, je pense. Si vous avez quelques questions à poser à Alice ou des interventions, on vous laisse la parole. Et puis sinon, eh bien, écoutez, on vous dit à mardi dans un mois pour pour rendez-vous suivant qui sera sur le désherbage avec Sylvie Adolphe. Donc j'attends 5 minutes, mais je pense que personne n'a de suggestions. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Arrêtez.